L'aventure Voyage en patrimoine a commencé 2 mois avant le départ, par la construction de nos embarcations. Grâce à Monsieur Ficatier, charpentier de marine qui nous a offert des plans, nous avons fabriqué nos bateaux, avec la technique du cousu-collé. Toute l'équipe de bénévoles s'est alors lancée pour découper, percer, assembler, appliquer la résine, poncer, poncer encore et encore, et voir sous nos yeux se créer nos futures montures, prêtes pour partir sur un périple de 600 km. Pourquoi partir sur la Loire? À cette question que l'on nous a pourtant posée tant de fois, nous n'avons pas su trouver de réponse. Peut-être pour trouver l'aventure en bas de chez soi, sur un fleuve dont on croit connaître les rives, mais dont finalement on ignore tout. Car de la Loire, si l'on s'écarte des châteaux, qu'en sait-on? Pour le comprendre, nous sommes partis à la rencontre de ceux qui la connaissent, scientifiques et historiens, tous passionnés d'un morceau de Loire, d'aujourd'hui ou d'autrefois, avec lesquels nous avions envie de tresser des liens, de tisser une histoire pour comprendre ce fleuve magique où les environnements naturels et culturels sont intimement liés. Pour s'immerger dans le fleuve, nous avons décidé de partir 4 semaines, de bivouaquer toutes les nuits et de rester, du matin au soir, sur le bord de ces berges. La Loire est multiple, et c'est peut-être la première chose que nous avons comprise. Entre les saisons, le niveau d'eau change tellement que l'on a peine à reconnaître les paysages. Et sur une même journée, nous avons aussi pu voir changer les rives de manière étonnante. Les premières semaines au départ de Roanne, nous avons eu affaire à une Loire très basse, et nos pagaies ont bien souvent servi de perche pour pousser le bateau. Souvent pied à terre, nous avons alors tiré nos embarcations à la cordelette, entre les rochers et la Jussie, cette plante envahissante qui peuple maintenant les berges. Certains auraient dit ne pas avoir croisé âme qui vive pour ces 10 premiers jours. Et pourtant, la vie est partout. Sur les berges et dans le ciel, des centaines d'oiseaux nous accompagnent, tandis que sur les rives, les vaches nous regardent tranquillement passer. À Digoin, l'architecture humaine se marie avec le paysage, et ce premier pont-canal nous offre l'étonnant spectacle de voir naviguer un bateau au-dessus de nos têtes. Mais ce pont est aussi pour nous celui du premier portage, le premier d'une longue série. Il faut qu'on décharge pour recharger de l'autre côté. On va faire du portage. J'inspecte les canoës parce qu'on a fait quelques rapides. Et il y a un peu de peinture écaillée à l'intérieur, du coup on croyait que ça avait peut-être abîmé, mais en fait non. Entre des longues heures de navigation loin de toute construction humaine, les ponts nous servent de repères, et leur passage est parfois le moment de contraste qui nous semble totalement improbable.
Alors là, nous sommes coincés par des affleurements sédimentaires qui dateraient du Turonien. Et donc ces affleurements créent une grosse chute d'eau qui est beaucoup trop dangereuse pour être passée en canoë parce que en fait il y a des cailloux en plein milieu. Donc on va essayer de passer par ce petit ruisseau là en espérant qu'il n'y ait pas trop de portage à effectuer. Chaque soir, la Loire nous accueille sur ses rives. Au printemps et en été, le bivouac y est interdit car les campeurs dérangent les oiseaux qui nichent, dont les œufs se confondent au galets. À l'automne, les petits se sont envolés et nous pouvons nous installer, tout en veillant chaque matin à laisser l'endroit intact, sans aucune trace de notre passage. Au marrant. Ce lieu était un lieu de passage compliqué pour les bateaux, donc qui mettait un certain temps à passer selon le niveau d'eau, etc. Et donc du coup, il y avait embouteillage, quoi. Donc ici, c'était le lieu de vie en fait de ces mariniers en attente de passage. La Loire a toujours été une route majeure où circulaient de nombreux bateaux transportant des hommes et des marchandises. La navigation y est dangereuse et dès le XIXe siècle, un canal latéral est construit pour naviguer sans danger. Parfois, les bateaux devaient traverser le fleuve et des écluses permettaient de passer du canal à la Loire. Le temps de passage variait beaucoup en fonction du niveau d'eau, mais c'était plusieurs heures à chaque fois à coup sûr. Une fois arrivés en Loire, les péniches, qui n'étaient pas des bateaux conçus pour naviguer avec les conditions d'un fleuve, devaient traverser. Si d'abord, des hommes ou des chevaux allaient les bateaux, d'autres techniques ont été mises en place, comme le toueur. Ce bateau-plateforme, qui était fixé sur des chaînes, pouvait remorquer les péniches. Mais la manœuvre restait dangereuse, et ce lieu, aujourd'hui si tranquille, était autrefois une zone où les marins réalisaient des manœuvres complexes et dangereuses. Il y a toute une histoire autour des conflits entre mariniers de Loire et mariniers du canal. Quand est arrivé le canal latéral, le passage le long de la Loire était réputé pour être beaucoup plus facile par le canal. Et c'était évidemment la grosse guéguerre entre les deux, les mariniers de Loire traitant ceux du canal de feignants. Voilà. Donc, et ils ont même fait des chansons. C'est l'escargot dont on nous a parlé tout à l'heure. Du coup, les chevaux descendaient de cet escalier plat, récupéraient les péniches et pouvaient ensuite les tracter le long de la Loire. Après la découverte de toutes ces constructions humaines et quelques journées de navigation, nous nous rendons sur le site de Courpin. Cette ancienne carrière est aujourd'hui un espace naturel sensible où l'on peut observer de nombreuses espèces d'oiseaux. Delphine Picard, de la Maison de Loire du Loiret, nous a fait découvrir quelques-uns de ses habitants. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Bon, du coup, il y en a plein que vous avez peut-être déjà vu. Je vais vous laisser commencer à me dire ceux que vous connaissez. Donc les aigrettes garzette. C'est bon, je vais vous la mettre. Ouais, c'est dans les
oiseaux. Ah, il y a la grande, ah, bah, il y a les deux. Il y a les grandes la aussi. grande, grande J'ai une étage, grande ouais. là, ouais. Sur le bout, Ah. sur le bout là. Donc c'est là, ça. vous avez 3 garzettes et une grande rouenne. Ouais. Ah oui, il y a bien les pattes jaunes du coup de la C'est garzette. toutes des aigrettes là-bas. Je sais pas si vous avez remarqué en Cameroun, des fois le soir, vous voyez beaucoup de vols de hérons, d'aigrettes, et ils se regroupent. En fait, ils se regroupent pour aller passer la nuit dans le dortoir. Ah, d'accord. Ils sont la journée sur les sites de nourrissage et de repos, et le soir, ils retrouvent dans l'aérien. Je vais vous mettre le héron puisqu'on en a parlé. Puis il est bien tranquille Vous là. avez connu stoïque. Il peut rester des heures comme ça. Et puis d'un coup, il voit quelque chose passer et hop, le harpon, le coup de bec. On en a eu la chance d'en voir un qui pêchait et Ah, mangeait un poisson long comme ça. On se il disait met mais comment longtemps il, pour l'avaler, hein. comment il fait pour mettre un truc pareil? Ouais, il faut avoir la technique et puis il fait attention parce que les poissons, ils ont des épines dorsales. Mm. Et du coup, ils choisissent bien la position, ils prennent le temps pour ne pas se prendre l'épine, notamment les poissons-chats, ils font attention pour bien les avaler. Le voici, le vanneau huppé. Par ici, il y en a vraiment énormément en ce moment. De loin, on a l'impression qu'il est noir, en fait, hein, on voit bien, Ah oui, il a vous plein voyez de là en couleurs. vue, il est plutôt vert bouteille, Oui. hein, sur le dessus. Et le dessous blanc, ce qui fait que vraiment, quand il vole, on le reconnaît, même si on ne le connaît pas trop. Cormorans, moitrieuses, mais aussi étourneaux sansonnets, gravelots ou chevaliers sont des oiseaux qui nous accompagneront tout au long de notre trajet et que nous apprenons petit à petit à reconnaître à leur aspect et à leur cri. Ça va comme tu veux, Marine? Au top. Ce matin, quand on s'est réveillé, il y avait les canoës qui flottent et on a bien failli avoir les pieds dans l'eau et la tente parce qu'il a dû y avoir un lâcher de barrage pendant la nuit. Je suis en train de réparer le canoë parce que je me suis pris un caillou. Et du coup, on avait amené un petit peu de fibre de verre.
au cas où et de colle époxy. D'abord j'ai rayé la surface de la peinture pour que la colle prenne. Ensuite j'ai mis de l'époxy sur toute la surface en étant plus large que l'endroit qui est cassé pour faire un renfort en fait, qui soit plus large. Et maintenant je suis en train d'imbiber d'époxy ma fibre de verre. Comme ça va faire un point solide et ça risquera pas d'éclater. Marie, viens voir, il y a un castor. Oh, excellent. On s'est installé à côté de la hutte d'un castor. Chut, j'espère qu'on va pas le déranger. J'ai mes lunettes de soleil. Il commence à faire nuit, je vois plus rien. On va prendre ce petit chemin. Près de Saint-Dié-sur-Loire, Cyril Maurer nous fait découvrir son repère d'observation de castors. Nous qui avons justement eu la chance d'en observer un la veille tout près de notre campement, avons hâte d'en savoir plus sur ce mammifère qui avait disparu des rives de Loire avant d'être réintroduit dans les années 70. Nous espérons que la famille qui habite la région nous fera l'honneur d'une petite visite. On peut faire 25-35 kilos. Hein. Voilà. ouais. Il a eu des plus gros encore. Les pattes arrière sont palmées. Donc cette fameuse queue pas écailleuse en fait. Hein. C'est dessiné des écailles mais c'est pas écailleux. Et puis une belle fourrure. Et puis dans l'eau, donc j'avais un petit schéma. Voilà. Dans l'eau, on voit la tête. Alors que le ragondin, on voit la tête et le dos. Ah, c'est la façon de les distinguer. Ouais, dans l'eau. Ils sont en train de sortir. Magnifique. Alors ça, c'est pas un jeune, ça. Alors, il y en a un jeune qu'on avait qui est hier. pas jeune. Et il est en train de se brosser le poil. Voilà, tiens. Avec cette patte arrière, il a 2 ongles, tu vois là, sur ce doigt-là, et il se brosse en fait. Ça sert à se peigner. D'accord. Il enlève tous les parasites et puis il huile son poil parce que son poil c'est vraiment les jarres, enfin ses grands poils, c'est vraiment sa protection contre l'eau. La patte avant c'est une petite patte avec le pouce. Il a l'appréhension en fait, il est capable de prendre et puis de. Ça y est, on l'a vu effectivement manger. Voilà, il prend le truc, il tourne, voilà c'est ça. Il a son territoire, le castor. Donc en Loire, on a des petits territoires. On a des territoires de quelques centaines de mètres à 1 kilomètre, 1,5 km. D'accord. Alors tu as le terrier. Le terrier, le castor construit donc une entrée sous l'eau pour que les prédateurs n'aient pas accès. Et il vit dans cette chambre au sec. Une cellule familiale, c'est 6 individus. C'est les parents qui sont monogames. Et ils ont 2 jeunes par an en moyenne. Et les jeunes restent 2 ans. Donc en fait, tu as 6. Voilà. Et après, sur le territoire, tu peux avoir d'autres individus qui sont des subadultes qui cherchent un territoire. Donc c'est les seuls qui sont autorisés à pénétrer sur les territoires. Pour nous, pas de territoire, et nous voici repartis sur la Loire. À défaut d'exploration subaquatique, nous voici en pleine plongée dans les souterrains tourangeaux. Car des châteaux qui rendent la Loire si célèbre, nous avons voulu découvrir les prémices de leur construction, et nous nous rendons donc dans une ancienne carrière.
La carrière est un lieu où on extrait la pierre. On peut avoir une carrière où il y a 300 mètres de galerie, je peux avoir une carrière comme celle-là où il y a peut-être 1 kilomètre de galerie, Comme il peut y avoir des carrières où la plus grande carrière que j'ai explorée, cette carrière, il y aurait 50 km de galerie. Donc chaque carrier, par exemple, avait un atelier. Donc un atelier, c'est quoi? C'est ça, en fait, c'est une galerie où ils travaillent, tout simplement. Il y a des carriers qui travaillent dans une carrière, et puis à 100 mètres, il y a un autre réseau de carrières, et puis à un moment, les ateliers, il y a 2 ateliers qui vont se rencontrer. Pour ça, je dis une carrière, mais en fait, on pourrait parler de réseau de carrières plutôt. Celle que nous visitons est relativement petite, mais ne manque pas de nous surprendre. Nous découvrons, à la lueur de lampes frontales ou parfois même à la bougie, la vie des artisans à travers les siècles. La carrière n'est cependant pas habitée que de ses seuls travailleurs, mais c'est aussi un lieu de vie, où la température reste clémente, où l'on vient se rejoindre en hiver, où l'on se réfugie pendant les conflits, où l'on cache ses biens. Toutes ces tranches d'histoire se superposent, sans chronologie sur les murs. Des bateaux aux soldats, des portraits de grands hommes à ceux d'habitants du village, et partout des noms, des dates. Chacun semble avoir voulu y laisser sa trace, nous transportant à travers la vie d'un bourg, où l'écho de la grande histoire n'est jamais loin. Le temps semble s'arrêter, dans le silence absolu de la carrière, et nous réalisons que nous sommes là depuis de longues heures. Il est temps pour nous de rejoindre la lumière de ce jour qui décline, car nous sommes attendus le lendemain, à quelques kilomètres de là. Là, on a du limon, on a le sable, on a les matières fines qui se déposent sur le sable, et on a cette coloration. Et hier, j'étais un peu surpris du vert intense, du vert foncé. J'ai dit à ma collègue, mais on dirait un vert bleu. De retour à la Maison de Loire, Thierry nous montre au microscope la vie incroyable d'une goutte d'eau. Parmi les animaux et végétaux que l'on peut trouver dans le plancton de la Loire, il nous présente les diatomées. Les diatomées sont des algues unicellulaires, donc une seule cellule. Et la particularité de ces diatomées, c'est de vivre, la cellule vit dans une logette en silice. C'est-à-dire la silice, c'est un des composants qui intervient dans le verre, que l'on trouve dans les roches, dans le sable, qui est transparent. Et en fait, c'est un peu comme une boîte et son couvercle. La cellule vit dans une boîte. Les diatomées, quand elles meurent au fond de l'eau, le frustule, c'est de la silice, donc il va rester. Et dans certains lacs, où là il y a une grosse accumulation de diatomées, on a une roche qui peut être formée en propre, qui s'appelle la diatomite. Ça avance vite là. Ah merde. Je pense qu'on peut se rattacher solidement et se foutre à l'abri d'un arbre. On va se prendre un gros moment. Tranquille, doucement. Vous avez le temps de réagir. Faut pas que le bateau aille dans les cailloux. Ok. Au revoir.
Stop, on est posé. Il va falloir qu'il s'écarte un peu. Ok, là on va pouvoir y aller. On peut y aller. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air d'être une épave, Alexandra. C'est fou ça, hein. Il dit quand les eaux du fleuve doivent être à la hauteur normale, là, on ne l'aurait jamais vu. Il fallait vraiment qu'elle soit basse pour qu'on puisse la repérer. Ça me rappelle un des bateaux qu'on a vu sur la Loire. Je sais pas, il y a ce treuil, là, ce mécanisme qui m'intrigue. Ça me dit quelque chose, il va falloir qu'on regarde. T'aurais pu terminer comme ça la dernière fois où tu t'es viandé. À Camp-de-Saint-Martin se rejoignent la Loire et la Vienne. Quant à nous, nous retrouvons le professeur Macaire, qui sait faire parler le paysage dans le temps long de la géologie. On voit la Loire, ici, la vallée, qu'on a là-bas, et puis à nos pieds, la Vienne, et nous on est là. Que du point de vue géologique, même si on ne voit rien là, tout ce qui est minéral là-dessous, évidemment, sous-tend le fait que la Vienne et la Loire se rencontrent ici. Et les lieux de confluence ne sont pas dus au hasard, ils sont dus à des règles qui sont souvent des règles d'ordre, même essentiellement des règles d'ordre géologique. La géologie, c'est une succession de couches créées sur des millénaires. Si la Loire et la Vienne se rejoignent ici, ce n'est pas par hasard. À cet endroit précis, les couches terrestres sont bombées, faisant remonter des couches anciennes, calcaires et dures. Les couches du dessus, plus récentes, sont principalement sableuses et donc s'érodent plus rapidement. C'est pour ça que la zone où nous trouvons s'est creusée plus qu'ailleurs, formant une sorte de cuvette vers laquelle se rejoignent les différents cours d'eau. Mais l'eau n'est pas la seule à creuser la terre, l'homme aussi s'en est chargé. Après avoir extrait la pierre des falaises, les habitants de la région utilisaient ces galeries pour y installer des habitations. Des villages entiers y étaient ainsi construits à flanc de coteaux, où se côtoyaient des riches demeures et des habitations plus modestes. Petit à petit, l'habitat troglodyte est surtout devenu paysan, puis a été progressivement abandonné. Ce n'est que depuis quelques années qu'il est remis à l'honneur et redevient un lieu de vie qui n'est pas uniquement touristique. Nous avions eu la chance de visiter un ancien hameau en compagnie de Sylvie Togourdeau. Certaines maisons ont été restaurées et d'autres sont encore abandonnées. On y trouve les vestiges de la vie d'une autre époque, avec même les grandes cheminées de la salle principale, les couloirs, les murs de séparation, parfois même les placards creusés à même la roche, ou les fenêtres à meneaux de l'époque médiévale. Aujourd'hui, de tout ceci, il reste encore beaucoup à découvrir dans les ruines. Les plafonds effondrés de ces lieux autrefois souterrains laissent entrer la lumière, et la beauté de certains sites tient à l'abandon par l'homme, laissant la nature reprendre ses droits.
Voyage en patrimoine, pagayé au fil de la Loire. Ça va, t'avances? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, pagayer au fil de la Loire, il y a comme un truc que j'ai pas dû saisir. Nous profitons de nos derniers instants de navigation, tandis qu'apparaît au loin notre objectif, la Montjanaise. Ce bateau est la première reconstitution historique d'un chaland de Loire. Sa construction, il y a 30 ans, a été la première d'une longue série permettant de faire revivre quelques souvenirs de ce qui fut la Grande Marine de Loire. Nous avons eu la chance d'avoir été accueillis par l'équipe de Loire et Marine pour découvrir le fleuve, sans pagaie, mais cette fois-ci à la voile. Et donc là on est à la deuxième couche de réparation sur le bateau à marine. Je suis une dingue. Faut quand même admettre que c'est lié à un défaut de fabrication pour l'essentiel. Hein. C'est pas au rapide que tu as descendu. C'est surtout fait aux gros bourrins qui ont tiré mon bateau Là, faut pas dire ça t'est filmé. trop vite. Wenceslas, tu te sens bien? C'est ça, il a pas envie d'y aller, elle est froide.